François Gemène, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, spécialiste des questions de géopolitique de l'environnement. On vient d'entendre le président allemand. Est-ce qu'il fallait qu'il y ait des dizaines de noyés pour qu'on se rende compte que le dérèglement climatique a déjà commencé à toucher les pays du Nord? J'ai l'impression effectivement qu'on est toujours dans une sorte de schéma de pensée où on s'imagine que les impacts du changement climatique vont se produire dans un futur lointain ou dans des contrées lointaines et qu'il faut des événements brutaux et dramatiques comme ces inondations ou comme le dôme de chaleur il y a quelques semaines au Canada pour nous rendre compte que nous ne sommes pas immunisés face à cela. J'ai l'impression qu'on regarde encore les impacts du changement climatique comme nous regardions le coronavirus lorsqu'il était encore en Chine en pensant que ça n'arriverait jamais chez nous, que nous n'étions pas concernés, que c'était quelque chose d'exotique et que nous étions à l'abri. Ces événements nous rappellent très douloureusement que ce n'est pas le cas et que nous ne sommes pas à l'abri. Donc on n'est plus dans la logique de menace pour les générations futures. Si je comprends bien, ça veut dire que le danger est imminent ou qu'il est déjà là même, vous diriez ça? On s'est souvent dit que les pays industrialisés devaient agir pour les générations futures, pour les pays du Sud. Et là, on se rend compte qu'ils ont aussi un intérêt immédiat à agir pour eux-mêmes. Et donc, c'est un peu ironique quand on entend le président allemand Steinmeier qui déclare qu'il faut maintenant redoubler d'efforts dans la lutte contre le changement climatique. On aurait aimé que les pays industrialisés puissent avoir redoublé d'efforts il y a 10 ou 20 ans. Et à ce moment-là, effectivement, nous serions donné une meilleure chance d'être sur une trajectoire qui évite les pires catastrophes. Vous travaillez à l'université de Liège, Oui. ville qui a été très touchée par les inondations. Est-ce que vous attendiez ou est-ce que c'est une surprise d'avoir comme cas d'école votre propre ville? Je dois dire que ça reste malgré tout une surprise pour moi. C'est-à-dire que depuis une quinzaine d'années, je travaille à documenter les impacts du changement climatique sur les populations, et en particulier les populations déplacées par ces événements climatiques extrêmes. Donc j'ai travaillé à la Nouvelle-Orléans après Katrina, en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud et du Sud-Est. Et là, d'un coup, je me rends compte que c'est ma ville qui devient un cas d'étude pour de futures recherches. C'est un sentiment très particulier. Est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a un lien direct entre ces intempéries, ces inondations et le changement climatique? C'est comme le tabagisme et les cancers du poumon. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très forte entre le fait de fumer et de développer des cancers du poumon. Reste que certains vont développer des cancers du poumon sans avoir jamais fumé une cigarette de leur vie. Et donc, de la même manière, on peut établir une corrélation très forte entre le changement climatique et l'occurrence de tels événements extrêmes, qu'il s'agisse d'inondations ou qu'il s'agisse d'ailleurs de vagues de chaleur. Mais en l'état actuel de la science, il n'est pas possible d'attribuer spécifiquement un événement au changement climatique. Pour cela, il faudrait une étude d'attribution, ce que l'on commence à faire avec de plus en plus de certitude, mais ça prendra encore quelques semaines ou quelques mois. Les études du GIEC, elles ne manquent pas. On va regarder cette séquence cette semaine à la RTBF. Le professeur de climatologie de l'université de Louvain, Jean-Pascal Van Ippersellet, est venu avec le tout premier rapport du GIEC. Il date publié en 1990 et il en lit cette phrase. L'effet de serre accentuera les deux extrêmes du cycle hydrologique, c'est-à-dire qu'il y aura plus d'épisodes de pluie extrêmement abondantes et plus de sécheresse prononcée. On ne peut pas dire qu'on n'avait pas été prévenu. Est-ce que ça veut dire que les modèles scientifiques étaient exacts? Est-ce que ça veut dire que les modèles scientifiques d'aujourd'hui sont exacts pour l'avenir? Absolument. Et malheureusement, nous avons chaque semaine, presque chaque jour maintenant, la confirmation empirique de l'exactitude de ces modèles. Et ça veut dire que chaque jour, ce qu'avaient prédit ces modèles il y a 20 ou 30 ans se vérifie. Jean-Pascal Van Ippersellet, c'était mon propre professeur. Et donc, c'est dire que ça date et que ces alertes datent d'il y a au moins 20 ou 30 ans. Elles se vérifient aujourd'hui. Et malheureusement, on constate chaque jour que nous avions raison, alors qu'évidemment, nous aurions souhaité avoir tort. La responsabilité des politiques est-elle engagée? La responsabilité politique est évidemment engagée parce qu'il y a un défaut de prévoyance. Et on voit bien à quel point nous étions dans un état de surprise, de sidération par rapport à ces inondations, et à quel point ces inondations et le terrible bilan que vous avez rappelé, quelque part, soulignent à quel point nos sociétés étaient impréparées par rapport à ces impacts. Comme je le disais, nous les imaginons toujours lointains et distants, alors qu'ils sont beaucoup plus rapprochés que nous le croyons. Et quand je regarde aujourd'hui l'état du débat public quant à la lutte contre le changement climatique, je suis frappé de ce que le débat reste centré exclusivement sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, qui reste évidemment tout à fait essentielle, mais qui n'est pas suffisante. Il faut désormais que nous investissions davantage dans l'adaptation aux impacts du changement climatique. Justement, ce mercredi, l'Union européenne annonçait son plan pour sauver le climat. La Commission vise à réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030.
Nous avons opté pour une tarification du carbone fondée sur le marché et assortie d'une compensation sociale. Le principe est simple. Les émissions de CO2 doivent avoir un prix. Un prix sur le CO2 qui incite les consommateurs, les producteurs et les innovateurs à choisir les technologies propres, à s'orienter vers les produits propres et durables. Ce plan est-il suffisant? Non. C'est un plan qui va dans le bon sens. Et donc je ne veux certainement pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et manifestement, il y a quelque chose qui est en train de se passer en Europe, aux États-Unis et en Chine. Et on prend enfin des mesures qui commencent à être à la hauteur de la situation, notamment le plan qu'a annoncé la présidente de la Commission, von der Leyen. Néanmoins, ce plan reste centré sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a rien ou quasiment rien sur l'adaptation aux impacts du changement climatique. Alors justement, on considère encore que, si vous voulez, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est pour les pays industrialisés et l'adaptation, c'est pour les pays du Sud. Il faut adapter les pays industrialisés. Comment? Absolument. D'abord, je pense qu'il y a une étape psychologique, culturelle à franchir, c'est-à-dire faire notre deuil de l'idée qu'on va pouvoir retrouver le climat d'avant. L'idée qu'on va pouvoir revenir en arrière. Et je pense que beaucoup de gens s'imaginent encore que si on réduit vraiment suffisamment nos émissions maintenant, d'ici 10 ou 20 ans, on pourra retrouver le climat qu'on connaissait avant, comme si on était dans une sorte de crise passagère qui appellerait un retour à la normale. Il faut accepter que nous avons transformé le climat de façon irréversible. Les températures ne vont pas baisser, le niveau des océans ne va pas baisser, il n'y aura pas de vaccin contre le changement climatique. Alors, après, que faire pour l'adaptation ? Dans le cas des inondations, il y a des mesures de court terme qui concernent l'évacuation des populations, les signaux d'alerte d'urgence, la manière dont on prépare les populations à réagir à cela. Mieux voir arriver le risque, c'est ça ? Mieux voir arriver le risque, c'est-à-dire pouvoir alerter précocement les populations. Mais comment on réduit le risque ? Alors, pour réduire le risque, il va falloir revoir les plans d'aménagement du territoire, c'est-à-dire remettre en cause l'artificialisation et la bétonisation des sols, remettre en cause les questions d'étalement urbain, et il va aussi falloir se poser une question très délicate mais importante, qui est celle des zones habitables. Aujourd'hui encore, il y a trop de gens qui habitent dans des zones très exposées aux impacts du changement climatique et qui donc sont en danger. Et souvent vont continuer à augmenter. Je vais prendre l'exemple de la Belgique. On voit que c'est les 2/3 du pays qui sont touchés. Est-ce que ça veut dire que potentiellement les 2/3 de la Belgique ne seront bientôt plus habitables? C'est ça que vous dites? Il va falloir se poser la question de quelles sont les zones sûres et de comment on peut habiter dans ces zones. Très clairement, il y a aujourd'hui des permis de bâtir qui ont été délivrés dans des zones inondables où ils n'auraient pas dû être délivrés. Et rappelons-nous aussi la tempête Xynthia qui a frappé la France il y a maintenant 10 ans de cela. Rappelons-nous de la difficulté à déclarer en zone noire, en zone inondable, des zones qui restaient bâties. Les gens ne voulaient pas partir. Et donc on voit bien la difficulté qu'il y a à repenser ces schémas d'aménagement du territoire. Mais il va falloir, je dirais même au niveau mondial, se poser demain la question de la distribution géographique de la population à la surface de la planète. Mais ça, c'est une vraie problématique puisque les humains sont de plus en plus nombreux, les zones urbaines sont de plus en plus denses, du fait aussi du changement climatique. C'est le serpent qui se mord la queue. Et on continue malgré tout à financer des infrastructures et à développer des zones qui sont des zones à risque. Mais qu'est-ce que vous préconisez dans ce cas-là pour débétoniser? Comment on fait? Parce que les villes sont de plus en plus denses et de plus en plus grandes. Il faut très clairement définir quelles sont les zones qui seront encore habitables demain. Et plutôt que, je dirais, d'arracher les gens à leur territoire, ce qui provoque des traumatismes et des résistances, pouvoir organiser cet aménagement du territoire sur 1 ou 2 générations. C'est très difficile de dire aux gens... Est-ce qu'on a 1 ou 2 générations, puisque vous nous dites que l'urgence... C'est très difficile de dire... Le problème, c'est que c'est très difficile de dire aux gens, surtout en Europe et dans les pays industrialisés, vous n'allez plus pouvoir habiter ici. Par contre, si on leur dit, ça va être un mouvement progressif et quelque part... vous devez envisager que vos enfants n'habitent plus là où vous habitiez, ça devient davantage envisageable. Mais c'est déjà quelque chose qui est à l'œuvre dans les pays du Sud. Plusieurs gouvernements des pays du Sud, aujourd'hui, commencent déjà à transférer des milliers, sinon des millions de personnes. Comme citoyenne, je fais quoi? Je dirais, l'importance, me semble-t-il, c'est de mettre en adéquation nos gestes individuels avec nos choix collectifs. Et vous avez employé un mot qui est important, c'est que vous avez dit en tant que citoyenne plutôt qu'en tant que consommatrice. Et je crois que pendant de très longues années, on a fait porter l'effort de la lutte contre le changement climatique sur les épaules des consommateurs, comme si leur comportement individuel allait suffire à lutter contre le changement climatique. Même si on vivait tous comme Greta Thunberg, on ne réduirait les émissions mondiales de gaz à effet de serre que d'environ 30%. Ça veut dire qu'en plus de ces choix collectifs, il faut maintenant en plus de ces choix individuels, il faut maintenant passer aux choix collectifs. C'est-à-dire réaliser que nous n'allons pas juste lutter contre le changement climatique chacun de notre côté, mais nous demander aussi ce que nous allons faire ensemble. Et ça vaut pour les individus
comme ça vaut pour les pays. Le futur de la lutte contre le changement climatique ne va pas se décider uniquement à Bruxelles, à Washington ou à Pékin, mais aussi à Jakarta, à Mexico ou au Caire. Il y a un engagement collectif, on l'a bien compris. François Gemenne, merci beaucoup d'être venu dans de m'avoir reçu. 64 minutes.